Le bonheur, c'est sans doute la quête la plus universelle qui soit. Tout le monde le cherche. Mais au fond, c'est quoi vraiment? On pense souvent avoir la réponse, mais on va voir que c'est une question beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors plongeons ensemble dans cette enquête philosophique. Spontanément, l'idée qui vient à l'esprit est assez simple. Pour être heureux, il suffirait d'avoir tout ce qu'on désire. C'est une vision plutôt séduisante, non? Avoir tout ce qu'on veut, quand on veut. Mais est-ce que cette idée tient vraiment la route? C'est précisément ce qu'on va examiner. Alors, commençons par le commencement, en s'attaquant à un mythe vraiment tenace. L'idée que le bonheur serait une sorte d'accumulation, une course où plus on satisfait de désirs, plus on serait heureux. Cette croyance, en philosophie, elle porte un nom, c'est l'hédonisme. Le principe, en apparence, est super simple. Le bonheur, c'est la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. Donc pour être heureux, il faudrait multiplier les plaisirs et assouvir tous ses désirs. Une promesse de bonheur immédiat et surtout sans limite. Et attention, cette idée, elle ne date pas d'hier. Déjà dans l'Antiquité, un personnage de Platon, Calliclès, l'exprimait avec une force incroyable. Pour lui, c'était ça la vie heureuse, la jouissance totale. C'est l'incarnation parfaite de cet idéal, une vie vue comme une quête effrénée de plaisir. La question, c'est est-ce que c'est une voie vraiment viable vers le bonheur? Eh bien, Platon, lui, n'était pas du tout d'accord. Pas du tout. Pour lui, à travers son maître Socrate, cette vision du bonheur est en fait un piège terrible. Et pour nous le faire comprendre, il a utilisé une métaphore puissante qui, vous allez voir, résonne encore très fort aujourd'hui. Socrate nous invite à imaginer deux styles de vie. D'un côté, il y a l'homme qu'il appelle tempérant. Ses désirs sont comme des tonneaux sains, bien solides. Une fois qu'il les a remplis, c'est bon, il est en paix, il est tranquille. Et de l'autre côté, on a l'homme déréglé, l'hédoniste. Ces tonneaux, à lui, ils sont percés, il fuit. Résultat, il passe son existence à essayer de les remplir sans cesse dans une course épuisante et sans fin. Au final, il n'est pas libre du tout. Il est l'esclave de ses propres désirs. La conclusion de Platon est donc sans appel. Cette quête sans fin pour des plaisirs qui s'échappent tout le temps, ce n'est pas une libération, c'est un esclavage. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans cette satisfaction répétée à l'infini, mais bien dans la maîtrise de soi, dans la recherche d'une paix intérieure bien plus durable. Bon, cette métaphore du tonneau percé, ça peut sembler un peu vieux, un truc de philosophe de l'Antiquité, mais en réalité, c'est plus pertinent que jamais. Parce que ce vieux piège philosophique a simplement pris un nouveau visage, un visage très moderne, celui de notre société de consommation. En fait, l'idée du bonheur comme but politique, ça commence dès la Révolution française. Mais le grand tournant, c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale avec le boom économique des 30 Glorieuses. C'est là qu'une nouvelle idée s'installe massivement, être heureux, c'est posséder des objets. Mais très vite, des penseurs comme Jean Baudrillard ont tiré la sonnette d'alarme. Et la mécanique de ce piège est aussi simple que redoutable. D'abord, la publicité est conçue pour nous persuader qu'il nous manque quelque chose. Ce sentiment de manque, ça crée une petite souffrance, une insatisfaction. Du coup, pour soulager cette souffrance, on achète le produit. On ressent une satisfaction, mais elle est très brève. Et hop, un nouveau désir, un nouveau manque est aussitôt généré. C'est un cycle infini. C'est le tonneau percé de Platon, mais à l'échelle industrielle. D'accord, donc on a compris. Satisfaire tous ces désirs, ça ne mène pas au bonheur durable. Mais alors que faut-il faire? Arrêter complètement de désirer? Pas si vite. La philosophie nous propose une autre piste, bien plus subtile. Et si le bonheur ne résidait pas dans la satisfaction, mais dans l'acte même de désirer? Pour bien comprendre ça, un exemple de la culture populaire est parfait. Le film The Truman Show. Le personnage Truman a tout ce que notre société définit comme une vie heureuse. Une belle maison, un bon travail, une femme aimante. Mais toute sa vie est une mise en scène, un bonheur complètement préfabriqué. Et il ressent un vide profond, un ennui mortel. Pourquoi? Parce que ses désirs ne sont pas les siens, ils lui ont été imposés. Le moment crucial du film, c'est quand il découvre la vérité et qu'on lui donne le choix. Rester dans son paradis artificiel et confortable, ou affronter le monde réel, un monde difficile et incertain. Il choisit la liberté. La leçon est puissante. Mieux vaut une vie difficile mais authentique, où l'on est libre de poursuivre ses propres buts, qu'un bonheur confortable dicté par les autres. Et à l'inverse, que se passe-t-il quand on ne peut plus rien désirer? Théophile Gautier l'illustre à merveille avec son personnage Octave. Il a tout pour être heureux. Il est jeune, beau, riche, et pourtant, il est rongé par un mal-être terrible. La raison? Il a perdu la capacité de désirer. Il est comblé, mais misérable. Ça nous montre bien que le désir, ce n'est pas un problème. C'est le moteur essentiel de la vie. Alors, comment on gère ce moteur si puissant qu'est le désir? Les philosophes stoïciens, eux, proposaient une méthode assez radicale. Première étape, ne désire pas ce que tu possèdes, car tu peux le perdre à tout moment et ça te fera souffrir. Deuxième étape, ne désire pas ce que tu n'as pas, car tu ne l'obtiendras peut-être jamais, ce qui crée de la frustration. Alors, que reste-t-il?
Le point le plus important, désire ce que tu fais. Le vrai bonheur pour eux, c'est de se concentrer pleinement sur ses actions, ici et maintenant. C'est la seule chose sur laquelle on a un contrôle total. C'est là que se trouve la paix. On a donc vu que le bonheur, ce n'est pas la satisfaction de tous nos désirs. Et on a vu aussi que le désir lui-même est essentiel. Mais on va maintenant aborder l'idée la plus profonde de cette exploration, une idée qui va peut-être complètement changer notre perspective. Pour le philosophe Schopenhauer, la vision est plutôt sombre. Pour lui, la vie, c'est un balancier. Soit on souffre parce qu'on désire quelque chose qu'on n'a pas, soit, une fois qu'on l'a obtenu, on tombe dans l'ennui en attendant le prochain désir. Pour lui, le bonheur est donc une illusion qui dure à peine quelques instants. Face à ce pessimisme, le philosophe Emmanuel Kant offre une perspective radicalement différente et beaucoup plus constructive. Et la clé de toute notre enquête se trouve peut-être dans cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire, un idéal de l'imagination ? Pour Kant, le bonheur n'est pas un objet concret qu'on peut trouver, comme un trésor. C'est une idée, une construction de notre propre esprit. Il n'y a donc pas un seul et unique bonheur, mais une infinité de bonheurs possibles. Un pour chaque imagination. Et ça change tout. C'est un peu frustrant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de recette universelle, pas de chemin tout tracé. Mais c'est aussi incroyablement réconfortant et libérateur, parce que si le bonheur n'est pas une chose à trouver, alors on est libre de l'inventer. On peut chacun construire notre propre version du bonheur, notre idéal personnel, et consacrer notre vie à essayer de s'en approcher. La quête ne consiste donc peut-être pas à trouver le bonheur, mais à le créer. Alors la vraie question n'est plus « qu'est-ce que le bonheur ?», comme s'il y avait une seule bonne réponse. La question devient beaucoup plus personnelle. Si le bonheur est un idéal que chacun invente, quel sera le sien ?